Le vignoble de Lorraine est inséparable de la rivière Moselle. Il fut autrefois un des plus importants de France. Mais il faillit pourtant disparaître au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, grâce à une poignée de vignerons passionnés, il amorce une renaissance spectaculaire. Né à l'Antiquité romaine, le vignoble lorrain a été développé par les moines au Moyen-Âge. Plus tard, il a brevet les garnisons qui stationnaient dans cette région, tour à tour allemande et française. Fin 19e, l'industrialisation et le phylloxéra faillirent lui être fatales. Mais dans les années 80, des producteurs issus d'anciennes familles vigneronnes et de nouveaux arrivants enthousiastes ont redonné vie à ce vignoble. Stéphane Siran connaît bien ces hommes. Animateur dans le tourisme, il s'apprête à devenir lui aussi vigneron dans ces vignes qui seront très bientôt les siennes. Ça, c'est un hectare de pinot noir, on a aussi Côte de Toul. C'est un raisin qui est récolté cette année pour la dernière fois par un jeune vigneron et l'année prochaine ce serait moi qui reprends la parcelle. Je suis originaire de Lorraine et c'était une envie de vouloir concourir à la renaissance de cette appellation et de ce vignoble de Lorraine, moi, au sens large. Je suis tombé dans les Côtes de Toul, j'aurais pu tomber ailleurs, en tout cas c'est une belle aventure. Le vignoble suit la Moselle à travers toute la Lorraine. Autrefois sans interruption, de Toul à Coblence en Allemagne, il est aujourd'hui morcelé. Stéphane nous le fait découvrir. Première étape tout au nord au pays des Trois Frontières, dans un domaine qui n'a jamais cessé de faire du vin. Salut Sarah. Salut Stéphane. Alors, là c'est les feuillages? Là c'est les feuillages, ça y est, on commence. Mais là on est en fin de vendange en fait. Là on est en fin de vendange, on fait ça en fait pour avoir un pinot gris un petit peu plus sucré. Et pour l'avoir plus sucré, il faut bien effeuiller, sinon la pourriture, parce que comme ce matin là il fait 17 degrés et demi, c'est une température qui n'est pas favorable pour le raisin, parce qu'il préfère avoir une nuit très fraîche. Donc du coup on va effeuiller, ça va permettre d'éviter la pourriture et en même temps ça va permettre de sécher le raisin et quand il y a du soleil de mûrir au maximum notre raisin. Donc là on est dans une vigne où il y a encore des raisins sur pied, que le reste est déjà rentré à la cuverie. Pourquoi voilà, il y a encore des raisins dans ces rangs-là? Alors tout simplement parce qu'on essaie ici de faire un vin un peu différent. Donc en Moselle on a beaucoup de vins, enfin on travaille sur des vins secs et ici on essaie de faire un vin en surmaturité. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un vendange tardive, mais c'est une appellation qui est réservée à l'Alsace. Donc nous on parlera d'un vin plus sucré, un vin un peu plus moelleux. On commence à sentir le sucre. Le sucre apparaît et pour toi c'est pas encore non, c'est pas encore assez, suffisante. ouais, c'est pas encore maturité suffisante. Donc ils vont rester combien de temps sur pied encore? Encore à peu près 15 jours, 3 semaines. À bientôt. À bientôt. Je vais aller voir ton père. Ça marche. Ciao. Salut. Sérieusement à pleuvoir là, Stéphane. Là... Allez, on s'arrête, on va regarder. Dis-moi Jean-Marie, où sommes-nous ici? Bah écoute, ici on se situe au pays des Trois Frontières, sur le vignoble mosellan, mais au pays des Trois Frontières. Alors en face, tu as le vignoble allemand, le vignoble Moselwein en Allemagne. Et puis après, ce petit cabanon que tu vois là-bas, c'est le vignoble luxembourgeois. Donc c'est la continuité, je veux dire, du vignoble mosellan jusqu'à Coblence, quoi, avec la vallée de la Moselle. D'accord, sachant que la Moselle en fait traverse 3 pays et a tout son long un vignoble planté historiquement. Historiquement, oui, un vignoble qui démarre à Toul, dans les côtes de Toul, quoi, donc à l'opposé, et qui va jusqu'à Coblence en Allemagne. Jean-Marie, j'ai encore plein de questions sur les vins, les cépages, vu le temps, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la cave et on dégustera là-bas. Je te suis, c'est parti. Allez, suis-moi. Ah, c'est déjà tout prêt? Ah, c'est tout prêt. C'est bien que les bouteilles chez les viticulteurs sont toujours ouvertes et prêtes. Allons-y. Je peux regarder avant? Ah, tu peux regarder. Ouais. C'est écrit sur Moselle, Müller? Müller-Thurgau, c'est très atypique dans le sens où, je veux dire, sur le territoire français, aujourd'hui, nous sommes encore la seule région en France à vinifier du Müller-Thurgau. Et aujourd'hui, les vignerons qui replantent du Müller-Thurgau? Aujourd'hui, sur le secteur du pays des Trois Frontières, on replante un petit peu de Müller-Thurgau, mais je me rends compte que sur le secteur messin, dans le pays messin, ils replantent du Müller-Thurgau aujourd'hui. Donc il y a une envie de faire réapparaître un cépage qui avait presque disparu de notre région. Donc ça, c'est donc le Müller-Thurgau. Oui.
Et là, je vois un nom qui est Voilà, plus donc une là, création, contemplation. C'est une création de notre maison, quoi, les contemplations. Contemplation, je veux dire, en Moselle, on peut faire des assemblages. Donc on a cet avantage. Et dans cet assemblage, il y a toujours un cépage principal qui est l'auxerrois. Ça, c'est le marqueur en fait de C'est le l'AOC marqueur Moselle. de l'AOC Moselle. Dans cette bouteille-là, il y a donc 50% d'auxerrois, 20% de Müller-Thurgau, 20% de pinot gris et 10% de Gewürztraminer. Un vin sec, qui se boit frais et Voilà. qui est sec. Un vin sec, d'ailleurs tous les AOC Moselle, enfin tous les vins de Moselle sont des vins secs. Toujours D'accord, moins de c'est 4 ça. moins Parce de qu'en 4 fait, grammes ce de qu'on sucre. a vu avec Sarah, c'est-à-dire des vins en surmaturité, c'est une exception, dans le volume produit. Voilà, c'est ça. c'est D'accord. ça. Mais ça, c'est vraiment un Ça, profil. c'est vraiment un profil sec typique D'accord. mosellan. Le vignoble lorrain est le fruit d'une longue histoire. C'est à Metz que Stéphane nous emmène pour mieux la connaître. Philippe, que représente cette stèle? Cette stèle, un animal qui tire un chariot, un conducteur, mais surtout, la preuve du vin ici, un tonneau de vin en bois. Ce tonneau de vin est tellement important pour les Gallo-Romains qu'ils font représenter des tonneaux aussi sur des pierres. C'est un tonneau en pierre sculpté avec ces petits bandeaux de bois. Le tonneau est très important parce que le vin est très important sur notre territoire, il est cultivé. Viens voir la façon dont on consomme ce vin. Ce vin, il est consommé dans des gobelets, il est soutiré à partir de petites carafes, et puis on va utiliser des passoires. Des passoires, parce que le vin, il est épais. Le vin, il y a des choses en suspension dedans. Donc on va le passer, on va l'allonger d'eau. Ces passoires, ces tonneaux, ces éléments-là montrent bien que l'on adorait le vin déjà en Moselle. C'est QFD. Salut Maxime. Stéphane, bonjour. Écoute, je viens du musée. J'ai vu quelques pièces archéologiques du vin, témoignages du vin. Et je voulais savoir, toi qui es spécialiste, qui a déjà beaucoup écrit sur le vin en Moselle, ça date de quand cette histoire, la présence des vignes c'est l'empereur Probus qui, en 276, a autorisé les Gaulois à planter de la vigne. Et le vin, pour les Gaulois, était extrêmement important. Ils échangeaient une amphore de vin contre un esclave. Donc, ils sont vite empressés de planter de la vigne pour pouvoir consommer du vin localement. D'accord, donc là, on est à peu près il y a 2000 ans. Oui. Et qu'est-ce qui a favorisé justement l'implantation du vin? Localement, c'est surtout les rivières. Donc, le danger pour la vigne, c'est le printemps, les gelées printanières. Et les rivières, l'eau est plus douce que l'air ambiant au printemps, et donc ça protège la vigne. Et une fois que le vin était produit, il restait localement ou il voyageait? La Moselle rejoint le Rhin, et par le Rhin, on exportait le vin local, le vin de Moselle, on l'exportait vers les Pays-Bas, l'Angleterre et les pays... Via Trèves en fait, via la ville de Trèves. Oui, Trèves, donc c'était le siège de l'empereur romain à l'époque. Donc, voilà. Donc la Moselle a un rôle très important. D'accord. Et après, si on avance dans le temps, la vigne donc se développe et commence à dominer tous les coteaux. Oui, on a une vraie montée en puissance. On avait quand même, au 19e siècle, on avait 6200 hectares de vignes plantées. Donc là, un gros volume de production et donc de consommation. Oui. Et on se retrouve à quel moment lorsque ça commence à... Alors ça décline déjà avec l'arrivée du phylloxéra. Ok pour le phylloxéra, mais il y a déjà eu en fait l'industrialisation qui est passée par là un petit peu auparavant. Oui, l'industrialisation était naissante à l'époque, donc avec les ThyssenKrupp. Il y avait plein de places à prendre dans les usines, dans les mines de fer. Les ouvriers agricoles sont passés. Donc l'agriculture n'était plus attractive et donc ils sont allés. Donc c'était des salaires mensuels, bien rémunérés, réguliers, et ils n'avaient pas non plus le seigneur qui tous les matins a décidé d'embaucher ou pas. Donc, alors on est passé quand même d'une phase de 6200 hectares en plantés, lorsqu'il y a eu le VDQS, le vin de qualité supérieure, en 1951, il ne restait plus que 2 hectares plantés. Quasiment totalement disparu en fait. Et à l'époque, la presse locale faisait des grands titres en première page en disant « c'est la mort du vignoble mosellan ». Vers 1880, les Allemands étaient très friands, puisqu'on était donc annexé par l'Allemagne, étaient très friands de vin champagnisé, et le vin local refermenté au printemps. On disait qu'ils faisaient ses Pâques, et donc tout d'un coup, on a produit énormément de champagne. On était la Champagne allemande.
Et on avait une vingtaine de fabriques de champagne autour de Metz. Dans Avec des grandes familles allemandes. Notamment Roederer, Plus qu'un, Bissinger, des grandes marques champenoises. Et d'ailleurs, ça existe toujours. Roederer à Longeville, où ils produisaient quand même 500 000 bouteilles par an. Ici, il faut que tu imagines, c'était rempli de pupitres de remuage. C'est là qu'on créait le vin effervescent. Et sache que ça, c'est une petite partie d'un ensemble gigantesque. Un véritable dédale, en fait. Ah, c'est un véritable dédale et ça vaut le coup d'œil. Et on se retrouve à quelle époque, là? Là, on est entre 1885 et 1919. Donc une trentaine d'années. Donc une bonne trentaine d'années, on a produit 500 000 bouteilles de vin effervescent, de champagne, par année, de la marque Roederer par an. Impressionnant. Ah oui. Cette pratique a disparu avec les AOC. Le mot champagne ne peut être utilisé que dans la région de Champagne. Mais la tradition du mousseux lorrain a perduré. C'est même la spécialité de certains domaines, comme ici, où dans les années 90, on a misé sur la qualité du terroir. Voilà, tu n'en laisses pas trop de raisin. Ne vous inquiétez pas. Cette idée dans la famille de faire de la bulle, c'est lié à... Mes parents sont champenois d'origine. Ma mère est allemande, mon père est de Champagne. Ils se sont rencontrés dans la Marne où ils ont créé en fait leur exploitation. Mais mon père était quelqu'un de très actif. Et très vite, il n'a pas pu s'agrandir en Champagne. Il avait 3 hectares avec lequel il faisait son champagne. Donc il était vigneron indépendant là-bas. Et en faisant son service militaire en Moselle, il a rencontré du monde, il s'est fait des amis très proches. Et là, il s'est intéressé à l'histoire de la Moselle. Et c'est là qu'il a découvert qu'il y a une vraie histoire viticole en Moselle. Il a essayé de vinifier. Ça lui a tout de suite plu, les cépages de Auxerrois, des cépages qu'on n'a pas en Champagne. Faire du pinot noir en vin rouge, ça l'a plu. Donc très vite, en 10 ans, il a quitté sa maison en Champagne. Et il a construit en Moselle. Et en moins de 10 ans, on a créé un beau domaine. Et ça marche bien. Voilà. Le père d'Angelica est décédé brutalement en 2012, mais son rêve continue, celui d'une viticulture de qualité, dans une région où plus personne n'y croyait. Voilà, mon père, Pascal, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Et donc, il m'a transmis vraiment la passion du vin, de travailler dans la vigne. Je me rends compte que c'est incroyable tout le travail qu'on y a mis, que mes parents y ont mis. Ils ont quand même planté toutes les vignes pratiquement. Donc, Ils ont planté combien d'hectares en fait oui, sur la durée? Sur les 9 hectares, ils ont quand même planté 7 hectares qu'on a planté à la main. Juste là, on le voit avec son outillage à main. Là, on le voit sur mon voir sur une. Oui, sur il était bricoleur. C'est vrai qu'être vigneron en Moselle, c'est être autodidacte, être indépendant, être débrouillard, parce qu'on n'a pas tous les concessionnaires, les commerciaux autour de nous. Il est parti très brutalement, mais on n'a jamais arrêté de travailler. Au contraire, on s'acharne. Et Cédric, mon compagnon, s'acharne 2 fois plus parce qu'on est là pour continuer. C'est un plaisir et on est la 2e génération aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres des générations pour continuer à planter des vignes en Moselle, parce que j'espère qu'on n'est que le début. Le vignoble en Moselle est minuscule aujourd'hui et c'est un vrai potentiel. Et j'espère que d'autres vignerons vont arriver dans les villages. On est encore trop petits, trop fragiles, je pense. J'espère que les friches qu'il y a autour de chez nous vont être plantées en vigne, parce que c'est dommage qu'il y ait autant de friches alors qu'il y a du beau potentiel pour faire des beaux vins en Moselle. Les idées visionnaires de Pascal Houry sont aujourd'hui largement partagées par d'autres producteurs qui veulent eux aussi faire entrer le vignoble lorrain dans la cour des grands. En passant notamment d'une viticulture familiale à une viticulture moderne et en utilisant les techniques qui ont fait leurs preuves ailleurs. Exemple au Château de Vaux, le plus gros domaine de Moselle, créé il y a 15 ans par 2 œnologues pleins d'ambition. Beaucoup plus parfumé. C'est un cépage magique. Celui-là, je le bois. Par contre, t'as pas fini là. Non. T'étais sur quel degré à peu près en initial, en potentiel? On a 13,5 là. Beau millésime. C'est bon, ça te plaît? Bon, on a bien bossé. Ouais. Donc on a une densité de 996. Donc là, c'est bon. On est sur un vin qui a fini sa fermentation.
En fait, on cherchait un domaine à reprendre, mais pas forcément en Moselle. On n'y avait pas vraiment pensé, en fait. Mon mari est du Beaujolais. On cherchait plutôt dans le Midi parce que les terroirs étaient encore accessibles financièrement. Et c'est le hasard qui a fait que ce domaine était à reprendre au moment où nous, on cherchait un projet de vie. On savait exactement comment on voulait travailler, quel genre de produit on voulait faire. Faire renaître une appellation, faire renaître un vignoble qui a existé, qui était très grand, et puis lui donner la notoriété, lui donner une vraie place sur la carte de France des régions viticoles. Il y a un vrai potentiel au niveau climatique, au niveau des sols, on a tout ce qu'il faut. En fait, la Moselle était un minuscule vignoble, mais plus pour des raisons, je dirais, humaines, hein, de choix humains, de choix politiques, de choix économiques. Mais pourtant, le sol est là, le climat est là. Voilà, il manquait la volonté humaine, le facteur humain qui est un des facteurs majeurs dans un terroir. Alors là, je suis en train d'entonner les Pinot Gris. Donc ça, c'est les derniers raisins qu'on a ramassés. C'était notre dernière journée de vendange. C'est les plus beaux raisins qu'on ait ramassés cette année. Et j'entonne ça dans des fûts de 600 litres qu'on appelle des demi-muits. C'est des fûts neufs qu'on vient juste de recevoir et qui sont faits avec des bois qu'on fait spécialement abattre pour nous, donc en Moselle. On produit environ 70 000 litres de vin et plus de la moitié de cette production est élevée en fût de chêne. Ça, c'est une méthode traditionnelle bourguignonne. Moi, je suis originaire de Bourgogne, donc c'est la raison pour laquelle je travaille ainsi. Je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure des années qu'on avait des terroirs et des cépages qui nous permettaient de faire des vins plus puissants, plus concentrés. Et ces vins-là méritent l'élevage en barrique. On est dans un paysage viticole, même s'il n'y a pas énormément de vignes, on est quand même dans un très très beau paysage viticole avec des coteaux très bien exposés qui regardent la vallée de la Moselle. On a l'ensoleillement qui correspond à un vignoble, on a le terroir qui correspond à un vignoble de grande qualité. Et oui, la Moselle est un grand vignoble parmi les vignobles français aujourd'hui. Nous voici dans le village de Plapville, un ancien village vigneron accroché au coteau messin. À l'époque, la vigne était plantée partout. Et là, on va chez un ami caviste, François, qui s'est installé en périphérie de ville pour compter les vins et conseiller les amateurs. Alors là, on est sur un auxerrois, donc notre cépage traditionnel de Moselle. La cuvée La Vigne aux Oiseaux, donc c'est un auxerrois élevé sur lit, une charmante vigneronne qui travaille très bien. Et là, on est vraiment sur des vins qu'on aime faire découvrir à nos clients, où on est tout de suite sur l'identité des vins de Moselle. Des vins bien secs, avec une jolie aromatique, et qui restent des vins super abordables en plus, donc une belle entrée en matière pour que les gens osent boire des vins de Moselle. D'accord, tu dis osent parce qu'en fait ils n'ont pas osé, ils n'osaient plus Ils n'osaient pas parce que l'image des vins de Moselle était quand même pas super. Et depuis, on va dire depuis le début des années 90, plusieurs gens se sont mis à faire des bons vins de Moselle. Et aujourd'hui, on surprend les gens en leur faisant goûter à l'aveugle dans des restaurants. On fait du vin au verre autour d'un joli plat. Et quand on leur dit que c'est du vin de Moselle, ils sont vraiment très très surpris. Que ce soit sur les Pinots Noirs, que ce soit sur le Müller-Thurgau, que ce soit sur l'Auxerrois. Et une fois que les gens découvrent, qu'on découvre la bouteille ou les bouteilles et que l'on annonce AOC Moselle, les gens repartent facilement avec quelques cartons sous le bras. Ah, tu vois, cette fraîcheur au nez, déjà, on est sur quelque chose de très agréable. Ça, c'est un élevage en cuve, hein. Il n'y a pas de bois. Voilà, élevé sur lit. Pas de bois. Il y a quelques vignerons qui font des élevages bois, mais c'est pas forcément la majorité en Moselle. On recherche surtout une fraîcheur, des vins vifs, directs, plaisir immédiat. Sur une charcuterie, sur des jolis petits poissons de rivière, par exemple, Sambre, des cuisses de grenouille même, des choses comme ça, parce qu'on a la vivacité qui va un peu rafraîchir le plat.
Aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'on a des vins de Moselle qui sont des vins de gastronomie. D'accord. Comment tu envisages les vins de Moselle dans les, je sais pas donner de temps, mais dans les années à venir, parce que tu l'as vu progresser, Ouais, on sent qu'il y a une sorte de maturité qui arrive. Et il y a encore une grosse évolution, mais on voit que les vignerons se posent des questions aujourd'hui sur leur terroir. En Bourgogne, ils l'ont fait sur des centaines d'années avec les moines. Nous, ici, ils vont aller un peu plus vite parce qu'aujourd'hui, on a la technologie, mais je pense qu'ils vont découvrir encore plus leur terroir et savoir identifier où et comment mettre le pinot noir, l'auxerrois, et on va faire des grands vins de terroir, j'en suis persuadé. François, on parle des vins de Moselle, donc Oui. des vins de Lorraine. Il y a une chose dont je voulais juste évoquer avec toi. Je serais prêt à parier que c'est un gris de Toul. C'est ça. Parce que ça fait partie forcément des vins de Lorraine. Oui, Ils ont oui. aussi depuis pas mal de temps. Et puis pareil, ça va. une région en pleine évolution et qui nous régale aujourd'hui aussi. Pareil qu'il y a des petits jeunes qui s'installent aussi maintenant. Il paraît. Il paraît. C'est donc dans les côtes de Toul que nous conduit maintenant Stéphane. C'est le vignoble le plus au sud de la Lorraine, connu pour un vin prisé des amateurs, le gris de Toul, une spécialité qu'ici on produit Attention depuis les des têtes, générations. Alors reviens par ici. Hein, et c'est pour regarder les deux outils qui sont devant nous, celui-ci et l'autre qui est un petit peu plus loin là-bas, c'est le même. Je vais vous expliquer comment fonctionne le pressoir à l'aide d'une maquette pour bien comprendre. Alors regardez dans mon pressoir, j'ai mis des petites boules pour représenter le raisin. Salut Stéphane. Salut, tu vas? T'attends? Ouais, ça va. C'est bien que tu viennes. Je vais te montrer la carte, ce qui se passe. Bien. Je suis. J'ai pressé mon raisin, donc je rentre dans la maison, il n'y a plus de raisin, il n'y a plus que du jus. Je vais utiliser des tuyaux qui sont là, une petite pompe, et je vais aspirer le jus qui est sous le pressoir, et je vais l'amener ici dans des cuves. David, on sent comme une odeur de fermentation. On est à l'entrée du chai. Ça serait pas du vin gris qui fermente actuellement? C'est quoi ce vin gris? Dis-nous tout. Complètement. En fait, là, on est en pleine vinification. Les vins bouillonnent. Derrière moi, le sucre est en train de se transformer en alcool. On a pris nos meilleurs cépages pour les assembler. Tu dis les cépages, c'est-à-dire qu'il y en a combien? 2, 3? Il y a 2 cépages dans le vin gris, Gamay, Pinot Noir. Cépages rouges. Ils sont travaillés comme des blancs. Hein. C'est 2 heures de presse qui vont lui donner sa couleur. C'est simplement une très petite extraction de couleur qui va donner des teintes un petit peu orangées, cuivrées dans les vins finis. Hein. En cuverie, on ira voir tout à l'heure, ils sont un petit peu plus rosés. Ici, en Côte de Toul, on a toujours fait du vin gris. Depuis que je connais le vin, qu'on a retrouvé des écritures, on parle du gris à Toul. C'est une façon de faire le vin. C'est pas tout à fait un rosé, c'est pas tout à fait un blanc, c'est un mi-chemin entre les deux. On a la couleur et les arômes d'un vin rosé et la structure, la fraîcheur, la longueur en bouche d'un vin blanc. Hein, c'est quelque chose de vraiment très particulier. On va aller goûter. On va laisser partir les enfants pour qu'ils puissent continuer leur visite. Parce que ça aussi, c'est une tradition, les visites au domaine en temps de vendange par les écoles? Alors en fait, ça fait 30 ans ici, dans le village de Lucet, qu'on accueille les vendanges pédagogiques. Donc les petits, ils viennent découvrir le vin, ils viennent découvrir le goût. Ils viennent découvrir la culture du vin ici en Lorraine. Depuis 30 ans, c'est environ 45 000 enfants qui sont passés ah oui, ici. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Et les enfants adorent. Tout le monde, pourquoi est-ce qu'on aime bien le raisin? Ou le jus de raisin? Jolie couleur. En fait, ça, c'est du Gamay. Tiens, vas-y, merci. C'est du Gamay qui est en pleine fermentation. Hein, donc au-dessus, ça bulotte. Et tu vois la couleur encore un petit peu rosée, hein, même très marquée. Mais avec le temps, elle va se cuivrer. Après la fermentation, on a tout un travail de clarification, d'élevage, qui va nous permettre d'affiner pour qu'au mois de décembre, janvier, les vins soient terminés et prêts à être vendus. Bientôt, Stéphane pourra lui aussi faire déguster ses vins, du gris et du rouge. Bientôt, très bientôt. J'y passe quand je rentre le soir du boulot. Pour l'instant, j'ai encore un autre métier à côté. Et le but, c'est d'y passer après des journées entières, clairement, hiver comme été. Là, je commence à compter les semaines. Ça passe de semaine en jour actuellement. Ouais.
Avec 40 producteurs sur moins de 200 hectares, le vignoble de Lorraine reste tout petit et méconnu. Mais il dispose de nombreux atouts, un vrai terroir, une histoire, un savoir-faire et des producteurs dynamiques dont les vins séduisent de plus en plus en France et au-delà.